Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle soirée SIPAC. Donc, le webinaire de ce soir est consacré à la prévention au score calcique. Alors, avant que ça commence, je vous fais juste deux petits mots concernant l'association. Donc, comme vous avez pu voir, on maintient les webinaires. On a espacé un tout petit peu la période entre les deux webinaires de manière à ce que tout le monde puisse y participer, que ça reste un événement voilà, qui ne soit pas trop serré. On s'aperçoit qu'il y a aussi maintenant de plus en plus de webinaires qui sont organisés, qui sont parfois très intéressants. Donc voilà, c'était pour éviter de se marcher sur les pieds. Donc en tout cas, on est très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. On va bientôt lancer les campagnes d'adhésion pour 2025. Donc voilà, tenez-vous prêts. L'adhésion, elle sera toujours gratuite parce que là aussi, on veut éviter de rentrer en concurrence avec voilà, les assos d'IPA local, national, l'ordre infirmier. Voilà, on sait que ça fait un petit billet quand on assimile tout, quand on calcule tout. Donc voilà, c'était pour éviter de se marcher dessus. Et puis, on pose souvent la question de la journée CIPAC en 2025, donc on la refera pas en 2025, plutôt 2026, début 2026. Voilà, on pose la question à chaque fois. Donc, voilà, c'était une belle journée, mais qui demande beaucoup d'organisation. C'est très chronophage et ça repose quand même essentiellement sur les copains qui sont sur Paris. Donc, voilà, ça a été quelque chose d'un petit peu costaud pour eux. Donc voilà, on fera ça début 2026, mais promis, on refera ça. En attendant, on reviendra avec voilà, des surprises. On réfléchit à de nouvelles choses et de nouveaux formats voilà, pour continuer de vous accompagner dans votre pratique. Donc pour revenir à ce qui nous intéresse ce soir, donc ce soir prévention et score calcique, animé par le docteur Olivier de Saunière, qui est cardiologue à Roanne. Donc voilà, je lui laisse se présenter, je lui laisse la main. Merci Arnaud, merci beaucoup. Donc je suis donc en effet cardiologue, Olivier de Saunière, je suis cardiologue en cabinet de ville, moi, à Roanne, et voilà, je fais un peu de tout, mais pas mal de prévention. J'ai la chance aussi de participer au groupe de travail des recommandations de l'HAS pour la prévention primaire et puis secondaire. Donc, les recommandations sont en cours de validation. Donc, on aura bientôt des recommandations HAS sur la prévention primaire. Et puis, je fais aussi du SCADER, donc je fais beaucoup de score calcique depuis une vingtaine d'années maintenant. Et je trouve que c'est un examen important et j'aime bien partager cette expérience et on va partager ça ensemble. Donc, c'est parti pour la prévention. On va scinder le topo en deux parties. Donc, la prévention, et je vais parler principalement d'épidémiologie, parce que vous connaissez bien les traitements, et puis le score classique ensuite, pour voir comment le placer dans la pratique quotidienne. Alors, ça ne fonctionne pas, si c'est bon. Donc, on va parler de l'importance de la prévention et que cette prévention, elle peut avoir un impact majeur sur le délai d'apparition des maladies chroniques. L'idée, la prévention, on ne va pas forcément éviter toutes les maladies parce qu'il y a beaucoup de maladies, notamment les maladies cardiovasculaires qui sont très liées à l'âge. Le facteur de risque principal, c'est l'âge et donc c'est difficile de les éliminer complètement. Par contre, retarder leur apparition et éviter, améliorer la qualité de vie avec l'âge en vieillissant, c'est quelque chose qui doit être une de nos priorités. Je vais passer comme ça, voilà. Donc, tout le monde connaît Framingham, je ne vais pas revenir sur Framingham parce que c'était une étude ancienne sur uniquement un bassin de population. Là, on va parler de quelques études d'épidémiologie qui se sont intéressées à une population globale. D'abord, InterArt, que voilà, vous devez connaître, je pense. C'est une étude des débuts des années 2000, publiée dans le Lancet. Et cette étude, elle a regardé sur 5 continents, 300 000 patients, et elle a essayé d'évaluer le risque d'infarctus du myocarde en fonction de 9 en fait, facteurs de risque. Et donc, on a deux tableaux, enfin deux graphiques ici. Vous avez un graphique qui
voilà, détermine quelques facteurs de risque. Et puis, ici, les risques relatifs de faire un infarctus selon la présence ou l'absence du facteur de risque. Donc, quand on voit que, par exemple, quand on fume, eh ben, on a 3 fois quasiment ça multiplie par 3 le risque de faire un infarctus. Le diabète, l'hypertension, le cholestérol, tout ça, ce sont des facteurs de risque bien connus. Et vous voyez que quand on les cumule, eh ben, ils ne s'additionnent pas, ils se multiplient. Et quand on est à la fois fumeur, diabétique et hypertendu, eh ben, on a quasiment 16 fois le risque ça multiplie par 16 le risque de faire un infarctus. Et quand on rajoute 4 autres facteurs de risque, quand on les a tous, eh ben, on peut multiplier par 512 le risque de faire un infarctus quand vous êtes obèse, quand vous ne faites pas d'activité physique, quand vous fumez, etc. Eh ben, vous avez un risque accru. L'autre graphique, et c'est le graphique en miroir, c'est-à-dire que quand on n'a pas ces facteurs de risque, quelle est la protection du fait de ne pas avoir ces facteurs de risque? Quand on ne fume pas, on diminue de 65% son risque de faire un infarctus par rapport aux fumeurs. Quand on a une alimentation équilibrée, fruits et légumes, on baisse de 30%. Et vous voyez que de la même manière qu'on cumule les facteurs de risque, l'absence de facteurs de risque se cumule. Quand on ne fume pas et quand on a une alimentation équilibrée, quand on fait de l'exercice, quand on a une petite consommation d'alcool, vous voyez que on peut diminuer de 80% le risque de faire un infarctus. Et ça, c'est des chiffres qu'on entend un petit peu comme ça, le fait de faire attention, voilà, d'avoir des règles hygiéno-diététiques bien suivies, on peut diminuer de 80% son risque d'infarctus. Ces données-là, elles viennent de cette étude InterArt. Alors, Olivier, on n'a plus de son. Le micro est coupé. Ouais, le micro est coupé. Ah, super, merci. Pardon. Alors, est-ce que ça marche? Oui, on entend bien. Ah, mais c'est parfait, parce que en fait, j'avais enlevé la boîte de dialogue, là, donc c'est bon. Donc, je disais, donc, on a ces 9 facteurs de risque qui sont responsables de la majeure partie du risque d'infarctus du myocarde, et ça, dans le monde entier, dans les 2 sexes, à tous les âges et dans toutes les régions du monde. Et ça représente 90% du risque. Voilà. Donc, une autre étude épidémiologique, cette fois encore un peu plus récente, 2023, hein, très récente même. C'est une étude, en fait, une méta-analyse de 112 études. Donc, on a regroupé 112 études, on a regardé les données individuelles de ces patients, 1,5 million de personnes dans le monde entier. Et on a regardé 5 facteurs de risque, et cette fois, les maladies cardiovasculaires globales et le décès toute cause. Et en fait, vous voyez, donc on a deux graphes. Un premier graphe qui regarde quelques facteurs de risque, l'indice de masse corporelle, la pression artérielle systolique, le non-HDL cholestérol, et on a en regard de ça le risque relatif de mourir, de décès, de mortalité, et le risque relatif de maladie cardiovasculaire. Vous voyez que pour l'index de masse corporelle, on a des courbes, on va dire en U, par exemple, pour le décès, c'est-à-dire que les gens qui ont un indice de masse corporelle faible dans le monde, ils sont plus à risque de décès que ceux qui sont entre 25 et 30. Un petit peu la même chose, mais de manière moins importante pour les maladies cardiovasculaires. Donc, être très maigre dans le monde, c'est pas forcément très bon, probablement lié à la dénutrition, enfin les problèmes plutôt alimentaires dans les pays pauvres. Voilà. Pour ce qui est de la pression artérielle, pour les maladies cardiovasculaires, on peut considérer que c'est une droite. Plus la pression artérielle est faible, et plus le risque de faire une maladie cardiovasculaire sera faible. Pour la mortalité, c'est pas tout à fait la même chose. On a une petite courbe en J, et ça, c'est donné on a des études d'hypertension artérielle, de traitement d'hypertension artérielle. On sait que quand on baisse trop la pression artérielle, c'est pas bon. Et donc, la tension trop basse n'est pas forcément très bonne en termes de mortalité.
global, mais par contre, dès qu'on augmente la pression artérielle, ben, le risque de mort augmente. Hein. Pour le cholestérol, donc on va regarder pour le cholestérol, c'est un petit peu comme l'hypertension artérielle. Globalement, plus le cholestérol est bas, plus le risque de faire des maladies cardiovasculaires est basse, et ça augmente avec le taux de cholestérol, hein, ce risque augmente. Pour le décès, vous voyez que c'est pas très couplé, le risque de mortalité n'est pas très couplé à la dyslipidémie. Un autre tableau, cette fois, qui regarde ces facteurs de risque, donc vous avez à peu près la même chose, hein, le surpoids, la pression artérielle, le cholestérol, le tabac, le diabète. Et par contre, on regarde le risque relatif de faire des complications en fonction de l'âge d'apparition de ce facteur de risque. Pour le surpoids, globalement, c'est sûr, bon, si c'est un petit peu plus tôt, il y a un peu plus de risque, mais globalement, vous voyez que l'exposition au surpoids, avec le temps, n'est pas forcément d'une importance capitale. L'hypertension artérielle, c'est plus, enfin que ce soit l'hypertension, le cholestérol, le tabac, le diabète, plus on commence tôt ces maladies, plus on est hypertendu tôt, plus on a un cholestérol élevé tôt, plus on fume tôt, plus on a un diabète tôt, et ben plus on va avoir des maladies cardiovasculaires, et ce risque de ces facteurs de risque va diminuer, ce surrisque lié aux facteurs de risque va diminuer avec le temps, et si on commence à avoir du diabète à 80 ans, bah, c'est beaucoup moins grave que quand on a le diabète à 40 ans. Ça va de soi, mais ça veut dire qu'il y a vraiment une exposition à certains facteurs de risque qui augmentent le risque de maladie cardiovasculaire, de mortalité aussi, mais surtout pour le tabac et pour le diabète, moins pour les autres facteurs de risque. Donc, l'exposition à certains facteurs de risque dans le temps augmente le risque cardiovasculaire, moins pour d'autres facteurs. Issu de la même étude, là, c'est une représentation géographique du risque de ces différents facteurs de risque en fonction de l'origine des patients. Nous, vous voyez, en Europe de l'Ouest, on est on va dire en Parme un petit peu, et on regardera un peu facteur de risque par facteur de risque, le poids de ces facteurs de risque chez nous pour la mortalité et les pathologies cardiovasculaires. Globalement, ces 5 facteurs de risque dans le monde, ils sont à l'origine de 57 à 52% des maladies cardiovasculaires et une vingtaine de pourcents des décès dans le monde. Ces 5 facteurs de risque, c'est-à-dire le tabac, le diabète, l'hypertension, le surpoids et le cholestérol. Alors, on va regarder notre Europe de l'Ouest, qui est ici. Ça représente ces barres ici, Parme. Et on va regarder pour la mortalité, quels sont les facteurs de risque qui exposent plus à des décès que d'autres. Vous voyez que le surpoids, pas énormément. L'hypertension artérielle, 10% des décès dans l'Europe de l'Ouest est lié à l'hypertension artérielle. Le cholestérol, ça ne représente aucun sur-risque de mortalité. Donc, c'est important pour nous sur le plan cardiaque parce que ça, on verra pour les maladies cardiovasculaires, c'est important, mais en termes de décès, le poids du cholestérol, il est quasiment nul. Tabac représente pareil 10% des décès dans les pays de l'Europe de l'Ouest, et le diabète. Donc, on a hypertension, diabète, tabac, qui sont des forts pourvoyeurs de mortalité. Et par contre, dans les maladies cardiovasculaires, vous voyez que l'hypertension, c'est le facteur de risque le plus pourvoyeur. On ne s'y attend pas comme ça spontanément, mais parce que beaucoup de gens sont hypertendus, et donc ça représente un poids important dans la population. Donc l'hypertension artérielle, c'est vraiment le facteur de risque qui est le plus prédominant pour exposer à des maladies cardiovasculaires. Le cholestérol un petit peu, et tabac et diabète un petit peu moins. Vous voyez que quasiment 20 à 25% toutes les maladies cardiovasculaires sont liées au tabac. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Donc ça, c'est une étude que j'aime beaucoup. Elle est publiée en 2023. C'est
c'est un peu… Alors, c'est une étude qui a été faite par l'assurance maladie anglaise, le NHS. C'est un peu sur le même modèle que nos bilans de prévention. Ils ont fait un programme préventif aux États-Unis. En fait, ils ont demandé à des médecins généralistes de dépister le risque cardiovasculaire et d'aider à la prévention des maladies cardiovasculaires. Ils ont inclus dans cette population, finalement, dans cette population étudiée, 48 000 patients qu'ils ont suivis pendant 9 ans. Les tableaux sont un peu compliqués, mais globalement, vous avez en vert tous les événements qui sont survenus pendant tout le suivi, pendant les 9 ans. En bleu, ils ont exclu les événements qui étaient suivis dans la première année. Et en violet foncé, ils ont compté uniquement les événements qui étaient survenus après la deuxième année. Donc, ils ont enlevé soit les événements de la première année, soit les événements des 2 premières années. Parce qu'ils se sont dit, on fait de la prévention, on va dépister des maladies ou des facteurs de risque, on va les prendre en charge, mais en fait, le bénéfice de cette prise en charge, elle va apparaître plus tard dans le temps. Donc, on voit en effet que plus donc, ce graphique, c'est si on va vers la droite du graphique, si les points étaient vers la droite, eh ben, la prise en charge bénéficie la prise en charge habituelle, c'est-à-dire que la prise en charge habituelle est mieux que la prise en charge liée au bilan de prévention. Et si on va à gauche de ce graphique, eh ben, la prise en charge par la prévention fait mieux que la prise en charge habituelle en consultation habituelle du patient qui va voir son médecin généraliste s'il en a besoin. Et globalement, on voit que ça se tire un petit peu sur la gauche. Quand on est les points sont aux alentours de 0,75, ben on baisse de 25% le risque de faire l'événement. Donc, si on regarde les points verts, ben c'est sûr que en dépistant, quand on dépiste, on trouve plus. C'est-à-dire que le bilan, c'était un bilan de dépistage et de prise en charge des facteurs de risque. Ben, quand on regarde les événements, en effet, la première année, on dépiste plus d'hypertension, on dépiste plus de diabète, on dépiste plus de cholestérol. Puis vous voyez qu'en éliminant ces patients qu'on a dépistés précocement, bah, bien entendu, on en a moins après. Alors ça, ce sont les facteurs de risque. Ce n'est pas forcément très intéressant, mais ça veut dire qu'on a réussi à dépister les facteurs de risque. Et puis après, ce qu'on regarde, c'est que globalement, en dépistant les facteurs de risque et en prenant en charge, bah, vous pouvez diminuer les risques d'AVC et de démence, d'environ, selon où on se place, mais d'environ 10 à 20%. Vous pouvez baisser les maladies cardiaques, l'infarctus du myocarde, la fibrillation auriculaire, l'insuffisance cardiaque. Vous diminuez ces risques. Vous diminuez les risques d'insuffisance rénale, notamment d'insuffisance rénale chronique. Vous diminuez les risques de pathologie hépatique, principalement la cirrhose, l'insuffisance hépatique. Et vous diminuez la mortalité cardiovasculaire et la mortalité toute cause. Donc la prévention, globalement, ça marche pas mal. C'est-à-dire que ne serait-ce que demander de dépister les facteurs de risque et d'aider les malades à bien se prendre en charge sur ces facteurs de risque, ben on a des preuves que ça marche. Alors, ça met du temps. L'évaluation s'est faite au bout de 9 ans. Mais au bout de 9 ans, on a des résultats qui sont importants. Donc, globalement, l'idée et le message que je voudrais passer, c'est que, en fait, quand on voit des patients en consultation, on voit des patients parce qu'ils ont de la fibrillation auriculaire, parce qu'ils ont de l'hypertension artérielle, parce qu'ils ont du diabète, etc. Mais en fait, ces patients-là, tous les patients qu'on va voir en consultation, si on leur explique un petit peu que c'est bien d'avoir l'activité physique régulière, que c'est bien, que c'est bénéfique pour eux d'avoir un régime méditerranéen, que c'est bénéfique de perdre du poids, qu'on peut les aider pour ça, qu'il faut absolument donner des conseils d'accompagnement au sevrage tabagique pour tous les patients qui sont tabagiques. Dès que vous voyez en consultation un patient tabagique, mais est-ce que vous avez envie d'arrêter de fumer? La première question qu'on doit leur poser. Et voilà, gérer. Alors, j'ai mis gérer, mais c'est plus même dépister l'hypertension artérielle, c'est-à-dire que vous avez un patient en consultation qui a une hypertension un petit peu limite.
l'automesure et puis la prise en charge de cette hypertension artérielle, médicamenteuse ou pas, baisser le sel, l'activité physique, la perte de poids, ça marche. Et puis le stress, l'accompagnement psychologique est important. J'ai vu ce matin un patient 40 ans qui a fait un infarctus, qui n'avait aucun facteur de risque. Son seul facteur de risque, c'était le stress. C'est un angoissé chronique très sévère et voilà, il a fait un infarctus sans autre facteur de risque. Donc, le stress important. Et puis, on a des patients qui sont parfois éloignés du soin ou difficiles d'accès. Il faut essayer de trouver la manière de leur parler et de les éduquer à la santé. Le but de tout ça, c'est d'améliorer la qualité de vie, améliorer leur santé et voilà, vieillir en bonne santé, en fait. Voilà le but, vieillir en bonne santé. Après, quand on est très vieux, il peut arriver des choses parce que liées à l'âge, mais ce qu'on veut essayer de faire, c'est éviter au maximum les pathologies cardiovasculaires qui arrivent trop précocement. Voilà le message. Donc, c'était ma première partie prévention. Je vais continuer. Je vais mettre, oui, j'ai l'horaire. Donc, je vais venir au score calcique et puis voilà, peut-être on posera des questions, on discutera après de la prévention. Donc le score, alors une fois qu'on a fait ça avec le patient, on a un patient en face de nous, on s'est dit voilà, je vais quand même lui donner quelques consignes et puis on se pose la question, est-ce que ce patient finalement, est-ce qu'il est à risque ou est-ce qu'il n'est pas à risque et est-ce que je dois le suivre, est-ce que je dois le surveiller plus qu'un autre. Et le score calcique là-dedans peut pas mal nous aider. Je vais vous montrer comment. Donc, voilà, je commence le topo. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi cette diapo pour commencer le topo, mais c'est pour faire le pendant de l'étude anglaise où ils ont fait le bilan de prévention. Là, c'est une étude danoise. Et au lieu de faire juste des consultations de prévention, ils ont fait un screening de patients. Donc, c'était des patients danois. C'était à peu près la même population. Vous voyez, 46 000 patients. La population était particulière. C'était des hommes de plus de 65 ans, entre 65 et 74 ans. Et ils ont envoyé des courriers à ces 48 000 patients et ils ont dit, voilà, on peut vous faire profiter d'un bilan de dépistage avec plusieurs examens pour voir si vous êtes à risque de faire des maladies cardiovasculaires et puis ensuite vous traiter si besoin. Donc, ce bilan de dépistage, il y a 66% des patients qui ont été sollicités, qui ont réellement fait le bilan de dépistage et il consistait en faire un scanner, un score calcique. Donc, il y avait le score calcique. On dépistait on vérifiait de voir s'il y avait des anévrismes ou pas, notamment de l'aorte thoracique ascendante, voir s'il y avait une fibrillation auriculaire parce que quand on fait le scanner, on fait l'électrocardiogramme en même temps. Ils avaient l'IPS, donc l'index de pression systolique, et on regardait donc si on dépistait une artérite des membres inférieurs asymptomatiques, on dépistait une éventuelle hypertension artérielle. On avait également des prises de sang pour regarder si le patient avait du diabète ou du cholestérol. Cette étude, malheureusement, elle a été suivie pendant 6 ans et elle est négative. Alors, malheureusement, d'ailleurs pas malheureusement, mais c'est comme ça, l'étude est négative en termes de décès. Il n'y a pas moins de décès quand on fait le dépistage que quand on fait le suivi habituel. Alors, les deux bémols, c'est que la prévention à 65 ans, peut-être que ça marche moins bien. Et puis, vous voyez que les courbes commencent à se séparer un petit peu au bout de 6 ans. L'autre étude anglaise était au bout de 9 ans. Peut-être que s'ils avaient poursuivi les courbes, on aurait eu peut-être des différences significatives, mais ça, on ne peut pas le savoir. Mais en tout cas, il y a d'autres études de ce type-là qui sont en cours, dont on aura les résultats probablement d'ici 2 à 3 ans. Mais en tout cas, voilà. Pour l'instant, on ne peut pas demander à faire un score calcique à toute la population de ce type. Alors, on a quoi dans ce cas-là si on n'a pas le score calcique? Eh ben, on a le score 2, que vous connaissez bien, avec à partir de l'hypertension, de l'âge du patient, de son cholestérol, s'il fume ou pas, on arrive à estimer le risque de faire des événements cardiovasculaires dans les 10 ans.
Et vous savez, voilà, quand on a moins de 50 ans et qu'on en a plus de 7,5% de risque de faire un problème cardiovasculaire à 10 ans, on est considéré comme étant à très haut risque. Et le pendant de ça, c'est qu'on a des recommandations pour le traitement du cholestérol. Et vous voyez que, bien entendu, plus le risque cardiovasculaire est élevé, plus on va avoir des objectifs de cholestérol bas, et souvent en donnant des statines. On voit par contre que même si vous avez un risque bas ou modéré, si vous avez un LDL cholestérol à plus de 1,16 g, voire à plus de 1 g par décilitre et que vous êtes à risque modéré, on peut vous proposer une statine. Donc vous avez le taux de cholestérol moyen en France, c'est 1,4 g par décilitre. Donc vous voyez la population qu'on pourrait éventuellement proposer à mettre sous statine. Donc, c'est pas mal de se dire peut-être que tous ces patients-là n'ont pas besoin de statine. D'où l'idée du score calcique. En fait, ce graphique, ça permet de voir un petit peu l'utilité et l'apport supplémentaire du score calcique par rapport à d'autres examens qu'on pourrait faire en plus du score de risque. Donc là, c'était Framingham, mais ce serait score, ce serait pareil. Vous voyez que, en fait, plus la courbe est bombée et plus l'examen qu'on réalise est prédictif, permet de prédire les événements qu'on souhaite dépister. Donc là, en l'occurrence, les événements cardiovasculaires. Vous voyez que la seule courbe qui est un peu tirée vers le haut, c'est l'association de faire le score, donc le calcul du facteur du risque cardiovasculaire par score, ou Framingham dans ce cas-là, et puis l'association au score calcique. Donc c'est en fait l'examen par rapport à l'épaisseur intime média, d'autres, la CRP, l'IPS, etc., d'autres examens. Le score calcique, c'est l'examen le plus prédictif d'événements cardiovasculaires. Et sur cet autre graphique, c'est pour dire qu'on ne peut pas se contenter du nombre de facteurs de risque. Vous voyez que des patients, là c'est le nombre de facteurs de risque, là c'est le score calcique, c'est les scores calciques. Si on a un score calcique à 0, si on a un score calcique à 400 en rouge, et ça c'est le pourcentage d'événements cardiovasculaires à 10 ans. Vous voyez que même si on n'a aucun facteur de risque et que le score calcique est à plus de 400, on a un risque beaucoup plus élevé que quand on a plusieurs facteurs de risque. Donc le score calcique, quand il est élevé, ça nous donne des informations, et vous verrez que quand il n'est pas élevé, ça nous donne aussi beaucoup d'informations. Alors, là c'est un exemple. Vous voyez sur ce scanner de gauche, le cœur, en fait, la partie haute du cœur. Vous avez le sternum, les côtes, les poumons qui sont en noir. Ici, vous avez l'aorte thoracique ascendante. On disait qu'on pouvait mesurer pour savoir s'il y avait un anévrisme. Donc, on peut mesurer l'aorte thoracique ascendante. Vous avez l'artère pulmonaire. Et puis ici, vous avez le tronc commun qu'on ne voit pas très bien. Et puis, l'interventriculaire antérieur. Toutes ces images sont grises. C'est des tissus mous. Le cœur, c'est un tissu mou. Et sur cette image, on ne voit pas de calcification. Et puis de cette image à droite, on voit que là, le tronc commun, l'artère interventriculaire antérieure, l'artère coronaire interventriculaire antérieure, elle est bourrée de calcification. Et on se dit que probablement, ce patient-là, il a plus de risque de faire des maladies cardiovasculaires que l'autre patient. Et vous voyez que c'est assez parlant. Et quand on montre des images comme ça à un patient, il comprend assez rapidement qu'il y a un problème quelque part. C'est-à-dire qu'au lieu d'une coronaire, il a quasiment un sternum, de l'os, quoi. Donc, comment ça marche? Le score calcique, c'est un scanner centré sur le cœur, synchronisé à l'ECG. Donc, on met des pastilles de CG et puis l'acquisition se fait à chaque battement cardiaque. Ce sont des coupes jointives, donc qui se touchent, qui font 3 mm d'épaisseur. C'est assez épais pour un scanner. Les scanners peuvent faire des coupes beaucoup plus fines, à 0,6 mm d'épaisseur. Donc, c'est des coupes assez épaisses pour voir justement les plaques calcaires. C'est un examen rapide, ça prend moins de 5 minutes. Il n'y a pas de produit de contraste, il n'y a pas de perfusion, parce qu'on est chez un patient qui n'a pas de maladie, qui est en prévention, qui ne se plaint de rien. C'est un patient asymptomatique, peut-être à risque cardiovasculaire, mais il ne se plaint de rien. Donc, on ne veut pas lui nuire, injecter de l'iode ou
ou faire des examens très irradiants, ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite faire à un patient qui se plaint de rien. Donc, c'est une dose faible d'irradiation, un millisievert. Alors, ça fait un tiers de la radiation naturelle, mais finalement, pour un examen de scanner, c'est très peu. Hein, c'est à peu près comme une mammographie. Ça détecte les calcifications des artères coronaires quand elles sont petites. Dès qu'elles sont petites, plus elles font qu'elles fassent plus d'1 millimètre carré. L'atténuation, c'est les rayons X qui n'arrivent pas à pénétrer le calcaire. Donc, quand l'atténuation est très forte, c'est qu'il y a des lésions calcaires. Et le résultat qu'on obtient, c'est un chiffre qui est entre 0 et plusieurs milliers, selon la taille. On a vu tout à l'heure la calcification qui était très étendue et qui était très dense. Ce patient-là, il devait avoir un score calcique très élevé. Et en fait, ça représente la charge d'athérome des coronaires d'un patient donné. En fait, on voit le calcaire, mais le calcaire, en fait, ça représente, plus il y a de calcaire, plus il y a de lésions qui ne sont pas calcifiées, plus il y a des lésions athéromateuses, et plus le patient, finalement, est à risque qu'une de ces lésions aille boucher une artère coronaire. Et il est très lié à l'âge et au sexe du patient. Donc, la physiopathologie du calcium dans les coronaires, ça, c'est de la physiopathologie de l'athérome, en fait, parce que chez les patients sains, vous voyez qu'il n'y a pas de dépôt de cholestérol. Après, souvent, à partir de l'enfance, l'adolescence, on commence à avoir des stries lipidiques, hein, des stries lipidiques. Bon, donc, il y a un petit peu de dépôt de lipides dans les parois. Vers 30 ans, 35 ans, chez l'homme, on commence à avoir un petit peu d'athérome. Donc, on a tous un petit peu ça dans les artères. Mais pour l'instant, il n'y a pas de calcification. Le score calcique, jusque-là, il est à 0. Et puis, ces plaques d'athérome, il va y avoir des cellules inflammatoires à l'intérieur. Elles vont se remanier, elles vont être agressées, elles vont se cicatriser. Elles vont se cicatriser sous forme de petites calcifications. Donc, au départ, on a du fibroathérome, hein, c'est-à-dire des plaques qui ont été remaniées, qui se sont cicatrisées avec des petites plaques de cholestérol. Et donc là, on aura des scores calciques qui sont entre 0 et 100. Et puis, vous allez avoir des plaques qui vont être compliquées, c'est-à-dire qu'elles peuvent même s'être rompues, puis s'être cicatrisées avec vraiment des plaques blanches, des plaques calcaires, hein, qui sont au sein de la plaque d'athérome. Ça, ce sont des lésions qui ont été compliquées, qui se sont cicatrisées. Et là, on a des plaques, des scores calciques qui sont à plus de 100. Donc, globalement, vous voyez que quand on a des plaques de plus de 5 mm, voilà, elles commencent à être diffuses. Et globalement, les calcifications vasculaires, les calcifications des coronaires, c'est exclusivement le résultat de l'athérosclérose, sauf chez l'insuffisant rénal, parce que chez l'insuffisant rénal, il y a une perturbation du métabolisme phosphocalcique, et donc on peut avoir des plaques de cholestérol qui ne sont pas liées à de l'athérome, mais globalement, sinon, c'est tout le temps de l'athérome, et c'est lié à des plaques d'athérome. Donc, pour avoir des calcifications dans les artères, il faut des plaques athéromateuses qui sont très importantes, volumineuses, fragiles. Donc, c'est des plaques qui sont très agressées, très inflammatoires, et qui peuvent se rompre, et c'est souvent suite à une rupture ou une fragilisation de la plaque qu'il y a eu ces plaques de calcaire. Donc on peut imaginer que s'il y a eu des plaques de calcaire, c'est que les plaques sont fragiles et que d'autres plaques qui ne sont pas calcifiées chez un même patient peuvent se rompre aussi. D'où l'intérêt pronostic du score calcique. Donc l'apport pronostic, ça c'est les courbes classique, du score calcique, vous voyez que quand vous avez un score calcique à 0, là c'est le temps et là c'est la survie. Donc, quand la survie est à 1, c'est qu'on ne meurt pas. Donc globalement, vous voyez que quand on a un score calcique à 0, il y a très peu de mortalité. Donc, globalement, la mortalité toute cause avec un score calcique à 0, elle est de 1,6% à 10 ans. Donc, vous pouvez, quand vous avez un patient avec un score calcique, vous pouvez être très rassuré, très rassurant, très rassurez-vous et très rassurant avec le patient. Et puis, dès que ça s'augmente, vous voyez que progressivement, plus le score calcique est élevé et plus le pronostic est sévère. On a des mortalités à plus de 10% à 10 ans chez des patients qui ont des scores à plus de 1000, des scores calciques à plus de 1000, la mortalité toute cause. Et globalement, quand on a un score à plus de 1000, on a 30% d'événements cardiovasculaires à 10 ans.
Bien entendu, ce chiffre, il est interprété en fonction de l'âge, et c'est pas la même chose d'avoir un score calcique à 10 à 40 ans, ce qui est très élevé. Normalement, on ne doit pas avoir de plaque de cholestérol, d'athérome, fibroathérome, comme on a vu tout à l'heure sur la plaque. Normalement, à 40 ans, on n'a pas ça. Donc, si vous commencez à avoir du score calcique à plus de 0 à 40 ans, c'est pathologique et ce patient-là, il sera à très haut risque. Par contre, si vous avez 80 de score calcique à 80 ans, eh bien, ce patient-là sera plutôt à bas risque en fonction, lié à son âge. Alors, le point important dans le score calcique, c'est le score calcique à 0. Quand on fait un score calcique, ce qu'on recherche et ce qu'on espère, c'est d'avoir un score calcique à 0 parce que, comme je vous l'ai dit, on a vu la courbe de Kaplan-Meier, on voit qu'il n'y a pas d'événement, en tout cas pas de mortalité chez les patients qui ont un score calcique à 0. Ça, ce sont des courbes de survie dans différentes populations. Hein. La courbe la plus basse, c'est celle où le score calcique est à 0. Il y a moins d'événements, moins de mortalité quand on a un score calcique à 0 que, par exemple, quand on n'a pas de facteur de risque ou quand on a des scores de risque qui sont très bas. Donc, c'est vraiment un gage d'événements de mortalité qui est très faible. Et on peut regarder dans cette même étude le taux annuel de mortalité chez les patients qui ont un score calcique à 0. Donc, on fait le score calcique à cette année-là, et puis on suit pendant 15 ans les patients. Et on se rend compte que globalement, tous les ans, on est entre 0,25 au plus 0,4 risque de décès annuel chez les patients qui ont un score calcique à 0. C'est les barres en vert. Et puis quand vous avez les barres en rouge, c'est les scores calciques à plus de 0. On ne va pas dire un score calcique à 400 ou à... Non, il suffit d'avoir 1 et on se retrouve dans ce graphique rouge. Vous voyez que la mortalité, elle est quasiment tout le temps de plus de 1%. Donc quand on a un score calcique à 0, pendant une dizaine d'années, on a une chance sur 500 ou une chance sur 200 de mourir chaque année, alors qu'on a une chance sur 100, plus d'une chance sur 100, plus d'un risque sur 100 de mourir chaque année quand on a un score calcique à plus de 0. Donc le score calcique à 0, c'est vraiment un gage de non-événement, de sécurité. Vous pouvez être rassuré face aux patients. Alors c'est vrai, mais c'est un petit peu moins vrai dans certaines populations. C'est un peu moins vrai chez le diabétique. Hein. Vous regardez, alors ça, vous avez une courbe en bleu qui est chez le diabétique qui a moins de 10 ans, et vous voyez que, bon, globalement, c'est les mêmes courbes que tout à l'heure, mais là, ce n'est pas la mortalité, c'est les maladies cardiovasculaires. Vous voyez que quand on a moins de 10 ans de diabète et un score classique à 0, globalement, pendant 5 ans, vous êtes tranquille, vous n'aurez pas de maladie cardiovasculaire. Par contre, si vous avez un diabète qui est très, très ancien, plus de 10 ans, dès 2 ans après le score calcique, vous pouvez déjà commencer à avoir des événements. Donc, en fait, chez le patient qui est diabétique, le score calcique à 0, surtout de longue date, il est moins protecteur, enfin, il est moins rassurant. En tout cas, moins à long terme, il est moins rassurant que chez d'autres patients. Et donc, voilà, au bout de 2 ans, il faut peut-être revoir le patient parce qu'il peut commencer à lui arriver des pépins. C'est vrai aussi chez le patient insuffisant rénal. Donc, chez le patient insuffisant rénal, vous voyez que donc ça, c'est les MES et ça, c'est la mortalité. Donc, vous voyez pareil qu'on commence à partir de 2 ans chez l'insuffisant rénal en pré-greffe à avoir des événements cardiovasculaires, même chez le score calcique qui est la courbe en vert, là, le score calcique à 0. La courbe en rouge, c'est le score calcique à plus de 400. Donc, c'est sûr qu'il y a des événements. Mais il y a déjà des événements, que ce soit des événements cardiovasculaires ou des décès, à partir de 2 ans après un score calcique à 0, même à 0, chez un patient qui a une insuffisance rénale pré-dialyse. Et la même chose chez le tabac, chez le tabagique, les courbes sont beaucoup moins bonnes quand on n'est pas donc non-fumeur versus fumeur. Vous voyez que ces courbes, la courbe bleue, le score calcique à 0, elle est quasiment plate ici et elle descend progressivement chez le patient fumeur. Donc pareil, un score calcique à 0 chez un fumeur, faut se méfier. Et souvent, tous ces patients-là, insuffisants rénal, diabétiques, fumeurs, il vaut mieux les revoir plutôt à 2 ans après un score calcique à 0 et puis réévaluer les choses, alors qu'on peut se permettre chez d'autres populations, l'hypertendu, l'hypercholestérolémique, les antécédents familiaux, on sait que ces patients-là, quand ils ont un score calcique à 0,
on a 10 ans de sécurité globalement, il faut les revoir à 5 ans, mais globalement, on sait qu'ils ne feront pas beaucoup d'événements. Donc là, le premier point important, c'est le score calcique à 0. Le deuxième point, c'est quand vous avez un score calcique à plus de 300, et ben vous avez un risque de maladie cardiovasculaire, de mortalité également, qui est strictement identique à celle d'un patient qui a déjà fait un événement cardiovasculaire. Ça, c'est les courbes. Donc, score calcique à plus de 300, c'est en violet, et en fait, les courbes de patients qui ont déjà fait des accidents cardiovasculaires, elle est en jaune. Vous voyez que ces courbes se superposent, que ce soit pour les événements cardiovasculaires, pour les événements cardiovasculaires plus LR, je ne sais pas ce que c'est que LR, donc je ne peux pas vous dire, mais pour les infarctus ou pour la mortalité toute cause. Hein, vraiment, c'est des courbes superposées, donc avoir en tête que le patient a plus de 300 de score calcique, il a l'événement, il a le même risque que quelqu'un qui a déjà fait un infarctus, par exemple. Alors, quelle est la conséquence du score calcique sur la prise en charge des patients? Qu'est-ce que ça change? Donc ça, c'est une étude. Alors, bon, je ne vais pas vous dire de lire vous allez me croire sur parole parce que c'est pas facile de lire le tableau, mais globalement, quand on utilise donc c'était 2 groupes, hein, c'était une étude où on a regardé ce que devenaient les patients qui n'avaient pas eu de score calcique versus des patients qui avaient eu un score calcique. Et globalement, les patients qui ont eu un score calcique, eh ben, ils ont une pression artérielle qui baisse plus, ils ont un cholestérol qui baisse plus, ils ont un poids qui baisse plus, ils ont un tour de taille qui diminue plus que ceux qui n'ont pas eu de score calcique. Ils ont plus eu de traitement hypolipémiant et plus de traitement antihypertenseur. Donc, globalement, l'utilisation du score calcique en consultation, en fait, ces patients, on leur montrait leur score calcique, on leur disait, voilà, vous avez un peu d'athérome, il serait bien de perdre un peu de poids, il serait bien de faire un peu de sport, il serait bien de prendre certains médicaments. Eh bien, ces patients-là, ils étaient mieux contrôlés par rapport à leurs facteurs de risque, ils prenaient plus de médicaments, il n'y avait pas plus de tests complémentaires et globalement, il n'y avait pas de surcoût parce que les patients qui avaient un score calcique à 0 étaient bien moins traités et bien moins suivis que ceux dans la population générale. En résumé, sur le score calcique, les indications habituelles, c'est un patient qui a plus de 40 ans, qui a un risque intermédiaire quand on fait le score de risque, par exemple, score, qui n'a pas de symptômes. Et une fois qu'on fait le score calcique chez ce patient, si le score calcique est à 0, le risque qui était intermédiaire devient bas, et comme il a un risque bas, on peut se permettre d'arrêter la statine. À l'inverse, si vous avez un score calcique qui a plus de 100 ou qui est au-delà du 75e percentile pour son âge, c'est-à-dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, un patient de 40 ans qui va avoir un score calcique à 30 ou à 40, et bien ce patient-là sera au haut risque cardiovasculaire et il faudra débuter une statine. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est est-ce qu'il faut mettre de l'aspirine en prévention primaire si le score calcique est élevé. A priori, pour l'instant, on n'a pas de données. Et est-ce que le fait d'avoir un score calcique bas peut nous dire que le patient hypertendu est à moindre risque? Il y a des études qui le disent. Pour l'instant, il n'y a pas de recommandation de dire, bah voilà, un patient qui a un score calcique élevé, qui a une tension un peu limite, on va le traiter, ou un patient qui a un score calcique qui est bas, mais qui a la tension un petit peu élevée, on va se permettre de ne pas la traiter. Il n'y a pas de données, donc ça, on ne sait pas ce qu'il faut faire. A priori, il ne faut pas prendre compte du score calcique pour la décision thérapeutique, ni pour l'aspirine. Donc, en général, on n'utilise pas d'aspirine en prévention primaire, ni pour les hypertenseurs. Quand le patient a de l'hypertension artérielle, bah, il faut a priori le traiter quand même. Là, ça, c'est une petite diapo simple, mais non, mais on peut trouver en fait voilà, ce sont des algorithmes pour interpréter et prendre en charge le patient dans chaque situation où le score calcique est indiqué. Et ben, ils vont nous dire, voilà, si le score classique est à 0, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il a plus de 0, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on peut utiliser le score classique chez des patients qui ont des antécédents familiaux de maladies, qui ont des antécédents, des antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires. On peut l'utiliser chez les patients qui ont un diabète et qui ont un diabète à faible risque. Et à ce moment-là, on nous dit ce qu'il faut faire en fonction du score classique. On peut utiliser ce score classique chez des patients qui sont à risque intermédiaire de maladies cardiovasculaires selon les scores de risque. On peut utiliser le score classique chez les patients qui ont un LDL cholestérol à plus de 1,9 g par décilitre.
Hein, vous savez que ces patients-là, habituellement, voilà, on donne systématiquement des statines. On peut adapter le traitement par statine. Moi, j'avoue que même, je ne donne pas de statine pour ces patients-là quand ils ont un score calcique à 0, mais c'est pas ce qui est recommandé. Et puis, ce qu'il faut faire chez les patients âgés, mais franchement, là, pareil, moi, je ne fais pas de score calcique à des patients très âgés parce que il y a un moment donné où il faut peut-être arrêter la prévention. Donc, globalement, j'en finirai là. Ce qu'on peut retenir du score calcique, c'est que c'est un examen qui est non invasif, qui est peu irradiant, qui est utile chez la plupart des patients asymptomatiques. À partir de 40 ans, on a plus de données à partir de 40 ans. Il y a des études chez les plus jeunes, mais globalement, à partir de 40 ans, c'est un bon examen chez le patient qui a déjà un facteur de risque supplémentaire. Après, chez les patients plus âgés, ça peut se discuter. Après, chez les patients qui sont déjà à haut risque, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Un diabétique qui a déjà une néphropathie, ou voilà, ce score classique a beaucoup moins d'intérêt. La puissance du zéro, le patient qui a un score classique à 0, on est tranquille. Et puis, c'est un examen qui nous aide à la décision du traitement par statine. Vous avez vu, quand le score calcique est à 0, on peut se permettre de diminuer la statine. Quand le patient est jeune et qu'il a un score calcique peu élevé, on peut se dire, faut peut-être le traiter parce que au long cours, on va l'exposer à un taux de cholestérol plus bas et on va lui éviter de faire un événement cardiovasculaire dans 15 ans, dans 20 ans. Et ça, il y a des études qui le montrent. Ça permet d'améliorer l'observance au traitement médicamenteux et du régime diététique en montrant le score classique, en disant, voilà, vous avez déjà de l'athérome, changez un peu votre mode de vie, prenez ces traitements, ça va vous protéger. Donc, ça marche souvent. Souvent, on l'utilise chez des patients qui sont assez rétifs aux statines. Et donc, c'est un bon moyen de leur donner, de les faire réfléchir au traitement. Alors, je n'en ai pas parlé, mais il y a certaines indications de tests d'ischémie, notamment chez le diabétique, en fonction du score calcique. Il y a des conférences, des consensus de la Société française de diabétologie qui, voilà, quand le score classique est à plus de 300, on peut faire un test d'ischémie pour rechercher une ischémie silencieuse chez le diabétique. Ça peut être une indication. Et puis, on peut s'en servir aussi pour dire la fréquence de suivi. Moi, chez les patients hypertendus, qui a un score classique à 0, dont l'hypertension artérielle est bien traitée, je dis au médecin traitant, voilà, je n'ai pas besoin de le revoir, je le reverrai dans 5 ans, sauf s'il y a des symptômes. Un patient diabétique qui a un score classique à 0, dans 2-3 ans, il faut que je vous revoie pour voilà. Donc, ça permet d'adapter un peu le suivi et le traitement, l'observance, éventuellement la réalisation de tests d'ischémie. Et puis, plus le score de risque augmente, plus le risque augmente et plus le patient doit être informé de ce risque et des signes d'alerte surtout. Moi, un patient qui a un score calcique un peu élevé, je lui dis, voilà, vous êtes essoufflé, vous avez la moindre douleur dans la poitrine à l'effort, et là, ça peut être le cœur. Donc, il faut absolument que vous m'appeliez rapidement. Ou si vous avez une douleur de plus de 30 minutes au repos, vous êtes à risque d'infarctus. Donc, il faut appeler le SAMU, etc. Ça peut aider aussi à faire rentrer dans la tête du patient qu'il est à risque de faire des événements cardiovasculaires et de savoir ce qu'il faut faire en fonction des symptômes. Voilà. Donc, j'en ai fini et puis on peut venir aux questions si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Donc, effectivement, on va reprendre les questions qui sont apparues au fur et à mesure sur le chat. Première question, un patient sujet à des calcifications dans les articulations est plus à risque de développer de l'athérosclérose et notamment d'avoir un score calcique élevé, point d'interrogation. Alors non, comme je vous ai, alors il y a des théories comme quoi le score, en effet les calcifications coronaires sont liées à une perturbation du métabolisme phosphocalcique, mais pour l'instant, voilà, c'est en cours de recherche, on n'a pas beaucoup de données. Normalement, l'athérome, etc., enfin l'arthrose, etc., il n'y a pas de relation avec le score calcique. Par contre, s'il y a des
maladie inflammatoire, hein, rhumatisme articulaire, polyarthrite rhumatoïde, etc. Et ben, ces patients-là, bien entendu, mais ça c'est connu dans les scores de risque également, hein, vous avez un risque plus élevé quand vous avez des maladies inflammatoires. Mais l'arthrose en elle-même ou les pathologies rhumatismales habituelles liées au vieillissement, il n'y a pas de lien avec le score calcique. Alors, une autre question. Est-ce qu'il y a un intérêt à faire un score calcique à un patient atteint d'insuffisance rénale? Alors, moi, je pense que oui. Sur la diapo qu'on avait vue, en fait, on a souvent on demande, nous, on a beaucoup de bilans pré-greffe d'insuffisants rénaux et ils nous demandent de faire des tests d'ischémie. Donc, on regarde le test d'ischémie et quand vous regardez par exemple la scintigraphie, donc en vert, c'est la scintigraphie qui est normale et en rouge, c'est la scintigraphie qui n'est pas normale. Bah, en fait, le problème, c'est que ça, c'est les événements de patients. Bah, vous voyez que la scintigraphie soit normale ou pas normale, le patient, il fait exactement autant d'événements. Il n'y a pas de différence entre les événements ou la mortalité. C'est complètement, ça se suit complètement. Donc, faire des tests d'ischémie qu'on nous demande en pré-greffe, par exemple, c'est pas très intéressant. Et le score calcique, il est plus discriminant à ce moment-là. Donc, moi, j'utilise, et c'est vrai que quand on a un score calcique normal chez un patient insuffisant rénal, par exemple en pré-greffe, ben, on est plutôt je trouve qu'on est plus rassurant qu'avec une scintigraphie. Donc voilà. Après, en fait, les insuffisants rénaux, on considère qu'ils sont déjà à haut risque cardiovasculaire. Donc ça peut se discuter. C'est pas forcément voilà, la population cible du score classique, je pense. Mais parce qu'ils sont déjà à haut risque, donc voilà. Je pense que c'est pas vraiment l'indication. Autre question. Est-ce qu'il y a un intérêt à réaliser un score calcique, par exemple chez une patiente de 40 ans qui présente une médiacalcose importante au niveau des membres inférieurs sans autre facteur de risque, pas de dyslipidémie, pas de diabète, pas d'insuffisance rénale? Ouais, difficile. Alors après, Mediacalcos, enfin, alors j'avoue que ça, je connais pas trop, Mediacalcos, voilà, Mediacalcos déjà sans aucun facteur de risque et patient qui n'est pas très âgé, ça doit pas être très fréquent quand même, hein. Donc voilà, c'est souvent des patients diabétiques. S'ils ont déjà voilà, c'est un équivalent d'athérome. Donc moi, je pense que là, c'est pas forcément très utile. Le patient, il doit être déjà plutôt à haut risque. Donc moi, j'irai pas forcément plus loin. Non, faut vraiment. Je pense qu'il faut cibler des patients qui sont plutôt jeunes, parce que plutôt jeunes et puis voilà, avec un ou deux facteurs de risque. Où vous vous dites, bah, soit j'arrive pas à me décider de savoir s'il faut que je le traite en termes de statine. Je me dis, voilà, il y a quand même un cholestérol élevé, ou il y a des antécédents familiaux, il a 40 ans, 45 ans, il a un cholestérol à 1,5 g, qu'est-ce que je fais? Et là, c'est des patients, voilà, si le score classique est à 0, bah, vous êtes tranquille. Vous vous dites, bah, voilà, vous inquiétez pas, on ne va pas vous traiter. On se revoit dans 5 ans et il ne va rien vous arriver. Mais après, voilà, des patients qui commencent à être un peu plus à risque, ce n'est pas forcément l'idée. Et puis voilà, plus on va, dans toute cette idée, en fait, la prévention, plus on va traiter tôt, plus on va prendre en charge le patient tôt, et plus on va diminuer le risque qu'il fasse des événements cardiovasculaires à distance. Il y a eu une étude, je l'ai cherchée, je ne l'ai pas retrouvée, mais quand vous dépistez un patient à risque à 40 ans et que vous le traitez, vous diminuez de 70% le risque qu'il fasse un infarctus du myocarde à 70 ans. Parce que vous allez l'exposer à un taux de cholestérol très bas pendant très longtemps. En fait, les bénéfices de tous les traitements antihypertenseurs, enfin même l'activité physique, etc., plus vous commencez tôt, plus vous êtes exposé à des facteurs de risque qui sont faibles, vous baissez le cholestérol, vous baissez la tension, et plus ça va durer dans le temps, et plus vous allez être protecteur. Donc, il vaut mieux probablement dépister tôt et traiter tôt. Alors, c'est très difficile à prouver parce qu'en effet, pour faire des études randomisées pour ce type de patients, il faudrait beaucoup de patients et les suivre pendant 30 ans. Donc, ça va être compliqué à réaliser, mais c'est probable que voilà, faut cibler des populations assez jeunes, quoi. Je pense que plus de 70 ans, un score calcique chez l'homme, c'est pas très intéressant.
Alors, une autre question, si une imagerie, alors je pense éventuellement à Doppler des TSA par exemple, retrouve des calcifications, est-ce qu'on peut extrapoler en disant que le score calcique va être augmenté aussi? Non, non, ça peut être complètement. Moi, j'ai eu des patients à score classique à 0 qui avaient des plaques de cholestérol très importantes au niveau des carotides. Donc, non, c'est pas. Et le score calcique, il est prédictif, il est beaucoup plus prédictif d'infarctus que d'accident vasculaire cérébral. Donc, c'est pas parce que le patient a des carotides calcifiées qu'il va avoir de l'athérome coronarien. Non, c'est pas du tout relié. C'est probable, mais c'est pas du tout c'est pas forcé. Pas- hmm. Très bien, une question que je me posais d'ailleurs. Un patient diabétique avec un score calcique bas, avec dyslipidémie, est-ce qu'on doit arrêter la statine? Alors, quand il est bas, non. Quand il est à 0, moi, en fait, voilà, ça dépend de l'ancienneté En fait, ça dépend de tout le terrain du patient. C'est-à-dire que euh, ça dépend de la dyslipidémie, ça dépend de l'ancienneté du diabète. Donc, un patient, vous voyez, qui vient juste d'être diagnostiqué avec un diabète, qui a 1,4 de cholestérol et qui a un score calcique élevé, moi, je ne vais pas le mettre sous statine. Je lui dis, bah, on se revoit dans 2, 3 ans et puis on voit ce que ça donne. Un patient ça fait 15 ans qu'il a du diabète, il a un cholestérol pareil à 1,5 g. Il a un score calcique à 15, 20, ou même ou plus, voilà, 15, 20, 50, bah, là, il faut le traiter. En fait, dès que le score calcique n'est pas à 0, chez le diabétique, normalement, il faut le traiter. Parce qu'on va considérer qu'il est à haut risque. Très bien, encore deux petites questions. Euh, la différence est de quel ordre entre les hommes et les femmes pour un profil cardiovasculaire et un âge semblable? Alors, pour le score calcique, c'est très mauvais pour une femme d'avoir un score calcique élevé. Le pronostic est beaucoup plus mauvais chez la femme. C'est-à-dire que vous avez un scanner qui montrerait la même chose chez un homme et chez une femme au même âge. Et ben on sait que la femme a un risque de faire un problème cardiovasculaire beaucoup, beaucoup plus élevé que l'homme. Donc, il faut être très prudent chez la femme, il faut être beaucoup plus agressif chez la femme parce que au même âge, voilà, elle va avoir si elle a déjà des calcifications au même âge qu'un homme, c'est que ça ne va pas bien se passer. Donc, voilà, beaucoup plus agressif chez la femme. Donc, il y a une grosse différence et faut, euh, voilà, elles sont fragiles, les femmes. Faut s'en occuper. Et puis pour terminer, j'ai Céline qui dit, j'ai lu que le score est basé sur une étude dont la population était plus masculine. Faut-il donc préférer le score calcique au score 2 pour les femmes? Alors, non, mais en fait, je vous dis, c'est difficile, tout le monde n'a pas accès au score calcique, c'est compliqué, mais l'avantage du score calcique, en fait, femme ou homme, ça ne changera rien. Je pense qu'il faut le faire chez l'un comme chez l'autre. Le grand avantage du score calcique sur le score, c'est que quand le patient fait son examen, c'est son examen à lui, c'est-à-dire qu'on voit euh, les facteurs de risque qu'il a eu, enfin la vie qu'il a eue, ce que ça a donné sur ses artères à lui. Et donc, c'est pas une statistique globalement avec les facteurs de risque qu'il a, bah, il a tant de chances d'avoir des maladies cardiovasculaires. Non, on voit que ce patient-là, il a eu de l'hypertension artérielle pendant 5 ans, et bah autant chez un autre patient, ça ne va rien donner, autant chez lui, bah, ça a donné de l'athérome, et du coup, il faut le traiter. Donc, globalement, homme ou femme, pardon, le, le, le score calcique, il est enfin, voilà, il est personnalisé et ça permet d'expliquer au patient ce que lui ont donné les facteurs de risque à lui personnellement. Donc, c'est vraiment l'intérêt du score. Ouais. Mm. Et on n'a pas eu beaucoup sur la prévention, mais voilà, faites de la prévention, on va y arriver. C'est tous les patients qu'on va faire bouger, tous les patients qu'on va faire arrêter de fumer, tous les patients qu'on va
dépistés en hypertension artérielle et traités, on va leur éviter des événements cardiovasculaires. Donc, c'est l'autre point important du topo, vraiment. Et tous les patients qu'on voit, tous les patients, n'importe quoi, pourquoi vous les voyez, il faut y penser, il faut vous dire, ce patient-là, voilà, je vais essayer de diminuer son risque. Donc voilà, l'autre message que je voulais passer, si on fait tout ce boulot-là, on va sauver des vies. Voilà. Et c'est vrai que justement, la prévention, l'éducation thérapeutique, le fait d'accompagner les patients dans les règles gynédiététiques, c'est quand même notre cœur de métier aussi. Donc, c'est vrai que ce topo, il était parfait par rapport à ça. Hein. Bon, bah, tant mieux, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plu de vous montrer ça. Après, le score calcique, voilà, le problème, c'est que tout le monde n'y a pas accès, donc c'est un peu la limite, mais voilà, il faut cibler ces patients, je pense que voilà, les jeunes, et puis les patients éventuellement que vous voudriez mettre sous statine et qui ne veulent pas, c'est un bon examen aussi pour leur dire, bah, soit ils n'en ont pas besoin, et s'ils en ont besoin, vous leur montrez le scanner et vous leur dites, voilà, vous avez déjà de l'athérome, donc prenez des traitements. Et ça, je pense que c'est un bon examen dans ce cas-là, où vous dites, voilà, ce patient, il faut absolument que je lui mette des traitements, il ne veut pas. Eh ben, faites un examen, vous allez voir, si vous n'avez pas de dépôt de cholestérol dans les artères, vous arrêtez là, on s'arrête là, c'est pas la peine de vous traiter, on vous suit, et puis si par contre il y en a, ben, on en rediscutera, mais vous verrez enfin, voilà, ça leur fait changer la vie, parce que c'est des discussions qu'on peut avoir longtemps avec les patients, et il y a beaucoup de patients qui refusent les statines, et quand on pense qu'il faut les donner, ça peut être un examen qui est intéressant. Dans ce cas-là, si vous n'avez pas accès beaucoup au score calcique, c'est la bonne, je pense, la bonne population. Et juste une dernière petite question pour la route. Combien coûte un score calcique? Alors, un score calcique, ça coûte... Alors, pour le médecin qui le fait, la CCAM, c'est 28 €. Et après, il y a tout le temps un forfait technique pour le scanner. Ça qui est pris en charge, en fait, c'est payé par l'assurance maladie à la structure. Et je crois que c'est 80, en fait, ça dépend du volume c'est entre 100 et 80 €, je crois. Donc, globalement, un score classique, ça coûte 120 €. Après, si vous pouvez éviter des statines pendant 5 ans à un patient, vous avez payé votre score calcique, plus même. Donc voilà. Mais ça coûte, non, je pense que et puis avec les événements évités, franchement, je pense que ça coûte, ça vaut le prix que ça coûte. Voilà. Mais probablement un jour ça va baisser parce qu'en effet c'est un petit peu cher pour ce que c'est. Voilà, enfin, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup pour ce webinaire de qualité. C'était parfait, parfaitement ciblé pour notre activité. Donc, un grand merci. Merci de nous avoir suivis. Et puis, donc, on se retrouve voilà, dans quelques semaines après les fêtes de fin d'année pour un nouveau webinaire. Je vous annoncerai le sujet voilà, dans quelques semaines. Donc, bonsoir à tous. Merci pour votre présence. Merci, Olivier, pour la présentation. Avec plaisir. Et puis, voilà, on se dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir à tous.